Et maintenant, le gel, une bonne couche de température négative sur une couche de neige encore fraîche. Les autorités appellent les usagers à la prudence. Il fait -8 à Tours en ce moment et les rues ont des allures de patinoire, Mélanie Nunes. Eh bien oui, c'est même un ressenti de -12 degrés. Lorsque vous vous aventurez dehors, vous êtes totalement saisi par ce froid polaire. Les routes sont gelées. Sur les trottoirs, de grosses plaques de verglas se forment. Dans les rues, ce n'est pas une déneigeuse, par exemple, qui passe, mais en quelque sorte une dégivreuse. Ça gèle bien là, c'est là où ça glisse le plus. Normalement là on est parti pour traiter toute la journée. Et certains habitants ici ont préféré le système D. Je gratte tout ce qui est verglas, neige, puis après on ramasse avec un balai ce qu'on peut ramasser. Peu de voitures sur les routes glacées, les transports en commun sont toujours perturbés. Le tram d'Aïssatou n'est pas passé, alors elle a marché une demi-heure pour se rendre à son travail. Là je suis gelée, je suis gelée. Là j'ai 2 paires de chaussettes, mais malgré ça on a toujours froid. C'est compliqué, il faut faire attention avec le verglas, donc il faut marcher doucement. D'autres ont choisi de prendre leur vélo et quelques précautions. C'est salé sur les routes, je prends pas les pistes cyclables, je prends seulement les routes. Alors la plupart sont emmitouflés dans leurs vêtements, comme Ludivine. C'est un gros manteau qui couvre du froid, qui me couvre une partie des jambes. Tant pis pour le look. Alors pas de look, mais la bonne nouvelle, c'est que les températures devraient légèrement remonter dans la journée. Mélanie Nunes à Tours pour Europe 1. La circulation est plutôt fluide en ce moment en Ile-de-France. Les automobilistes ont suivi. Les conseils de sécurité n'ont pas pris la voiture. Résultat, beaucoup plus de monde dans les transports en commun. Les lignes 1 et 14 du métro ont d'ailleurs été renforcées. À la SNCF, prévoyez 2 Transiliens sur 3 en moyenne. Pour les bus, c'est du cas par cas selon l'état des routes, mais il n'y en aura aucun bus en Essonne et en Seine-Saint-Denis. Et puis les retards à prévoir pour les TGV qui doivent rouler moins vite que d'habitude, comme hier. Neige et verglas ont aussi ralenti les approvisionnements de produits frais. Hier, le marché de Rungis était à moitié vide. Reportage Martin Fenot. Au volant de sa camionnette, il a roulé sur les routes enneigées jusqu'à Rungis ce matin-là. Manoubi venait acheter fruits et légumes frais pour remplir les étals de son épicerie, mais le marché était quasi désert. C'est la première fois que je voyais les quais vides. Presque la moitié des fournisseurs étaient fermés. Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'arrivage en réalité. Il m'a manqué essentiellement un choix assez large de pommes. Un petit peu de verdure, il n'y avait personne donc... Manoubi est un des seuls épiciers de son quartier à avoir tenté de s'approvisionner. Nourdine, lui, est resté dans son magasin. Vu la neige, on s'est dit, bon, ça sert à rien. J'avais besoin, je sais pas, de tomates, de courgettes, de salades. J'ai réussi à gérer avec justement mes stocks. Mais j'étais limite. Dans le supermarché d'à côté, aucune livraison. Jamal Gouali, le gérant, attendait 180 colis de nourriture. Certains rayons sont vides. Tout ce qui est sandwich, des plats préparés. S'il n'y a pas de livraison, c'est normal que les rayons soient vides. Avec les intempéries, on ne peut pas prévoir. C'est un vrai problème. S'il n'y a rien à faire comme ça, les salariés sont payés quand même. Et ça engendre des pertes financières pour le magasin. Le gérant espère recevoir sa commande au plus vite dès que les poids lourds auront de nouveau le droit de circuler. Martin Fenot à Rungis pour Europe 1. Et au moment de mettre le nez dehors ce matin, je vous invite à penser à ceux qui ont dormi dehors. Combien sont-ils ? Au moins plusieurs centaines en région parisienne. 3000, disaient les associations la semaine dernière. Écoutez cet homme de 50 ans, dont 10 à la rue. Il a passé la nuit dans son sac de couchage. Caroline Philippe l'a rencontré dans le quartier des Halles à Paris et vous allez l'entendre. Inutile de lui parler du 115. Nous n'avons pas le choix. Qu'il neige, qu'il pleut, qu'il grêle, peu importe. On est obligé de subir. On dort sans dormir. Vous avez essayé d'appeler le 115 ? Absolument pas. Il faut téléphoner pendant 4 ou 5 heures. Aujourd'hui, il n'y a plus de cabine téléphonique. Aujourd'hui, il faut avoir un portable. Quant à moi, je n'en ai pas. Et en fin de compte, on vous dit, on a très bien reçu votre message, mais désolé, il n'y a plus de place. Et s'il y avait une place, vous iriez ? Certainement que oui. Témoignage de sans-abri recueilli par Caroline Philippe. Europe 1, il est 8h04. Des maires amis avec qui on peut s'entendre et d'autres considérés comme des adversaires politiques dans des villes à conquérir. C'est la carte de France des prochaines municipales en 2020, établie par La République En Marche, qu'Europe 1 vous dévoile ce matin. C'est l'enquête du 8h. Bonjour Maxence Lambrec. Bonjour. Pourquoi et comment les marcheurs ont-ils établi cette carte ? Pourquoi ? Parce qu'En Marche n'a pas les moyens d'occuper les 36 000 communes, donc ils cherchent des alliés déjà implantés. Comment s'y prennent-ils ? Bien, vous croyez que le marathon des vœux en janvier, c'était juste pour serrer des mains et boire une coupe ? Non, c'était déjà pour repérer les maires Macron compatibles. Une étude de marché entre 2 petits fours. Chaque député, ou presque, a recensé les profils intéressants, surtout parmi les élus sans étiquette. Et cette liste, il l'envoie au siège d'En Marche. Deuxième tri, si il ou elle a déjà publiquement critiqué Emmanuel Macron,
Macron, au revoir, on se tourne vers les adjoints. Bien sûr, ceux qui l'ont parrainé pour la présidentielle, ils sont 1300, seront tranquilles comme les maires de Montpellier, La Rochelle, Besançon, Auxerre, Rodez. Les autres devront suivre des formations en marche pour prouver leur loyauté, adopter le bon vocabulaire. Et pour continuer de faire le tri, de trouver les talents, les référents départementaux ont vu ce mois-ci leur budget doubler, voire tripler, comme dans le Pas-de-Calais où le FN est très fort. Ils avaient jusque-là 400 € par mois pour louer des salles, lancer des tracts. Ils en ont maintenant entre 800 et 1200, soit un budget annuel d'1 million d'euros pour le parti. Le maillage territorial est bien devenu une priorité. Et alors ce tri, qu'est-ce que ça donne ? Où est-ce qu'Emmanuel Macron va s'attaquer aux équipes en place ? Dans son viseur, quasiment toutes les métropoles. Et d'abord les bastions socialistes. Lille, chez Martine Aubry, Nantes, Rennes, Brest, Rouen, Strasbourg et Paris, bien sûr. Le porte-parole du gouvernement a toujours en tête cet objectif. Benjamin Griveaux a repéré les arrondissements clés et vient de renouer avec les JAM, les jeunes avec Macron. Il compte en faire son bras armé. Marseille est aussi dans le viseur du président. Mais là-bas, tout reste à faire, dixit un ténor de la majorité. À l'inverse, Maxence, vous avez découvert que dans la moitié des grandes villes, En Marche souhaite composer, négocier, on le disait, donc avec les élus sortants. Une cinquantaine de grandes villes Macron compatibles comme Vannes, Quimper, Le Mans, Valenciennes. À Nice, Christian Estrosi a l'air de tout faire pour décrocher le label. À Bordeaux, si Alain Juppé y va et garde le même état d'esprit, il n'aura pas d'adversaire LREM. Mais attention, si en 2019 Emmanuel Macron échoue aux élections européennes, les cartes seront rebattues. En Marche deviendra un épouvantail dont aucun maire ne voudra, chacun restera chez soi. Et cette carte de France, plan de bataille du parti présidentiel, vous pouvez dès maintenant la visualiser sur notre site europe1.fr. C'était une enquête de Maxence Lambrec avec Margot Barallon. Merci beaucoup. L'agenda politique du jour, c'est d'abord la présentation au Conseil des ministres de la loi de programmation militaire avec un gros effort financier, des hausses programmées de budget d'1,7 milliard chaque année jusqu'en 2022 et la création de 6000 postes civils et militaires d'ici à 2025, dont la moitié d'ici à 5 ans. L'armée et aussi la police. Il y avait la Polprox, la police de proximité de Lionel Jospin. Voici la PSQ, police de sécurité du quotidien, dont Gérard Collomb va présenter cet après-midi les missions et les moyens. Des dizaines de communes se sont portées candidates, dont Viry-Châtillon en Essonne. Viry-Châtillon, c'est 30 000 habitants, mais plus de commissariat depuis quelques années. Une police qui intervient bien sûr, mais qu'on ne voit pas souvent dans les rues, disent les habitants, qui espèrent voir un changement avec la police de sécurité du quotidien. Les voir un peu plus, c'est rassurant, oui, pour tout le monde. Il faut que cette police de sécurité aille au-delà de la police municipale. Si ça peut permettre aux policiers de faire vraiment leur métier de policier, pourquoi pas ? Une police pour rassurer, pour intervenir, cambriolage, rodéo, occupation des halls d'immeubles, mais aussi pour tenter de renouer le dialogue avec les jeunes des quartiers en difficulté, comme la Grande Borne, ici à Viry-Châtillon. Un des habitants, Sofiane, 24 ans, prévient, il ne faut pas trop y compter. Comment vous voulez qu'une police de proximité rentre à la Grande Borne après avoir, entre guillemets, foutu la merde là-bas avec tous les mecs qui sont là-bas? Comment vous voulez qu'ils aillent renouer un dialogue maintenant qu'il y a un très gros conflit entre eux? On peut essayer d'arranger un minimum les choses, ouais, mais retisser, je pense que ça va être difficile aujourd'hui. Pour lui, changer l'appellation ne suffira pas. Ce sont les mentalités qui doivent évoluer, tant chez certains policiers que chez certains jeunes. Reportage d'Adrien Beck à Viry-Châtillon en Essonne pour Europe 1. En Corse, des portes fermées par le président, fermées au nez des dirigeants nationalistes qui se disent très déçus. Emmanuel Macron a dit non aux Corses comme langue officielle, non encore au statut de résident et oui, peut-être à la mention de la Corse dans la Constitution si la réforme parvient à passer. Enfin, le président n'a rien dit de ce que les nationalistes appellent les prisonniers politiques, mais qui sont en réalité des détenus de droit commun. Personne en France n'est emprisonné pour ses idées. En réalité, Frédéric Michel, cela concerne un tout petit nombre de condamnés. Ils sont 11 détenus condamnés ou poursuivis pour terrorisme, l'assassinat du préfet Erignac, le meurtre d'un policier du RAID ou des actions contre des bâtiments de l'État. Le plus jeune a 23 ans, le plus âgé bientôt 60 ans. 3 d'entre eux ont déjà bénéficié de mesures de rapprochement et purgent actuellement leur peine en Corse dans le centre de détention de Borgo. 5 autres sont actuellement incarcérés sur le continent. La stricte application de la loi leur permettrait de bénéficier de ce rapprochement. Ce n'est pas le cas pour le commando Erignac. Composé de 7 personnes, il en reste 3 actuellement en prison. Alain Ferrandi et Pierre Alessandri qui ont fini de purger leur peine de sûreté depuis le mois de mai. Mais même s'ils sont libérables, leur statut de détenu particulièrement signalé empêche tout rapprochement. Jusqu'à présent, les risques d'évasion et de troubles à l'ordre public étaient jugés trop importants, mais leur dossier devrait être à nouveau examiné en mars. Cela pourrait même aller plus vite. Ce ne sera pas le cas pour Ivan Colonna, le plus connu des prisonniers corses, incarcéré à Arles, libérable à partir de 2021. Lui aussi
aussi réclame la levée de son statut DPS, demande récemment refusée par le Conseil d'État. Frédéric Michel en Corse pour Europe 1. Emmanuel Macron a beaucoup insisté dans son discours de Bastia sur le développement économique de l'île, les moyens dégagés par l'État, la promesse d'un nouvel hôpital à Ajaccio financé à 100% par Paris. Tandis qu'au même moment, à Paris, la Cour des comptes a dressé une sévère mise en garde contre la gestion du gouvernement. Daniel Fortin, les mots sont feutrés, mais dans leur rapport annuel, les magistrats accusent l'exécutif d'être bien trop laxiste. Oui, on a beau être habitué au côté père fouettard de la Cour des comptes, la charge est quand même assez virulente. Les magistrats estiment que le gouvernement ne taille pas assez dans les dépenses publiques. Elles ont progressé l'an dernier au même rythme que lors des 5 années précédentes. Et encore pire, la Cour émet un doute sérieux sur les promesses d'économie faites pour 2018. Car elle repose essentiellement sur l'engagement des collectivités locales de baisser leurs dépenses de fonctionnement. Il y a en effet de quoi s'interroger. Pourtant, on avait l'impression que les milieux économiques se félicitaient de la présidence Macron. Oui, parce qu'il y a eu un effet indiscutable sur la confiance des chefs d'entreprise et aussi sur l'image de la France à l'étranger. Mais quand on regarde de près les chiffres, on se rend compte que tout cela est très fragile. Un seul exemple, si le déficit français a bien baissé l'an dernier pour passer enfin sous la barre des 3% du produit intérieur brut, c'est uniquement grâce à la bonne conjoncture qui a apporté l'an dernier 8 milliards d'euros de recettes fiscales en plus. Il n'est pas sûr que ça se reproduira tous les ans. Daniel Fortin des Échos, merci. La Société Générale confirme ce matin que le fisc lui a bien notifié un redressement d'un montant de plus de 2 milliards d'euros suite de l'affaire Kerviel et confirmation donc d'une information du Canard enchaîné il y a quelques semaines. À l'étranger en Syrie, 3e jour de raid meurtrier du régime sur le fief rebelle de la Ghouta. Au moins 145 civils sont morts, dont des femmes et des enfants. C'est l'une des offensives les plus sanglantes en 7 ans de conflit. Et puis l'élection présidentielle au Venezuela aura lieu le 22 avril. Nicolas Maduro, qui sera candidat à sa réélection, a pour l'occasion lancé un nouveau mouvement, Somos Venezuela. Nous sommes le Venezuela, tandis que les deux principales figures de l'opposition restent privées de leurs droits civiques. Europe 1, 8h12. Les Jeux Olympiques d'hiver en Corée du Sud, c'est parti. Premières épreuves dès hier soir avec le curling. La cérémonie d'ouverture, c'est demain, avec pour la France Martin Fourcade, le roi du biathlon, qui sera porte-drapeau. Corinne Boulou vient de le croiser. Il commence tout juste à savourer sa responsabilité. C'est sûr que j'ai appréhendé le rôle et la fonction dans les mois qui ont précédé. Aujourd'hui, ça se passe bien. J'ai essayé d'aborder ça avec le plus de simplicité possible. Souvent, ça peut effectivement stresser. C'est pas votre genre, ça, Martin? Si, je crois que comme tout le monde, je peux être sujet au stress. Ensuite, à l'inverse, j'ai pris ce rôle de porte-drapeau comme un atout. Il y a 4 ans, j'avais abordé les jeux un peu tendus. J'avais abordé les jeux en ayant du mal à m'exprimer sur la première course, justement à cause de cette tension. Voilà, aujourd'hui, je crois que ma première course, c'est cette entrée dans le stade et je serai sans doute beaucoup plus libéré du coup pour mes épreuves sportives dès dimanche. Martin Fourcade, le porte-drapeau demain de la France à la cérémonie d'ouverture des JO d'hiver de Pyeongchang. Cérémonie à partir de midi, heure française. Et tous ces jeux sont à suivre avec les 2 envoyés spéciaux d'Europe 1, Corinne Boulou et Cyril de la Morinerie. Beaucoup d'épreuves se dérouleront là en ce moment, pendant Europe Matin, pendant toutes ces semaines. Voilà.